Voici le Capitole de Washington, où les deux branches du Congrès des États-Unis, le Sénat et la Chambre des représentants, tiennent leur séance. Un membre du Congrès ne passe toutefois qu'une partie de sa journée de travail à l'intérieur du Capitole. Dans un autre édifice, il a son bureau et dispose d'un secrétariat payé par le gouvernement. Un membre de la Chambre des représentants est le député choisi pour un terme de 2 ans par environ 300 000 citoyens de sa circonscription. L'un de ses devoirs essentiels consiste à se tenir parfaitement au courant des opinions de ses électeurs, hommes et femmes. Chaque membre du Congrès cherche à apprendre ce que ceux qu'il représente pensent des problèmes d'actualité. L'une des méthodes en usage est d'envoyer un questionnaire à quelques milliers d'entre eux, choisis au hasard. Que pensent-ils? Que veulent-ils? Chaque État est divisé en circonscriptions d'environ 300 000 habitants, dont chacune élit un représentant. Il y a 435 de ces circonscriptions aux États-Unis, et la représentation à la Chambre est donc proportionnelle à la population de chaque État. Mais au Sénat, chaque État a une représentation uniforme, 2 sénateurs par État. Cette circonscription du représentant est, à bien des titres, une illustration typique de la majorité des circonscriptions à travers les États-Unis. C'est un territoire de 630 000 carrés, qui possède la population standard des circonscriptions électorales, approximativement 300 000 personnes. Près de la moitié des habitants de cette section sont des agriculteurs. La plus grande partie de la terre arable est composée de collines, ce qui convient parfaitement à la culture des céréales. Il y a de nombreuses fermes laitières dans le cadre de cette circonscription. D'autres fermes fournissent la plupart des fruits et des légumes pour les villes du voisinage. Sur les berges de la plus importante rivière navigable de la circonscription se trouvent plusieurs petites villes industrielles. Les principales manufactures produisent des machines, des objets métalliques et des textiles. Il y a aussi un chantier de construction navale, où de petits cargos sont construits pour être utilisés sur la rivière. Presque au milieu de la circonscription se trouve son chef-lieu. Plus d'un tiers de toute la population de la zone électorale vit ou travaille dans cette ville. C'est le centre d'achat et de récréation pour ceux qui habitent dans les régions fermières des alentours et dans les petites villes industrielles. Sur le territoire de la circonscription se trouve l'une des plus grandes universités d'Amérique, où les étudiants viennent de tous les coins du pays. Les étudiants et leurs professeurs prennent souvent une part active et décisive à la vie politique. En dehors des centres industriels se trouvent plusieurs autres petites villes, chacune constituant un point d'attraction économiquement et socialement pour la région fermière du voisinage. Voici donc par conséquent les électeurs du parlementaire. Ouvriers, étudiants, professeurs, fermiers, commerçants, employés de bureau, ménagères. Ce sont leurs intérêts qu'il doit défendre devant le Congrès. Bien que les questionnaires soient envoyés à seulement une fraction des électeurs dans le district que le parlementaire représente, les réponses lui donnent en général une bonne indication des tendances de l'opinion publique. Un exemple typique des gens auxquels s'adresse le questionnaire est ce jeune homme. Un citoyen comme les autres, inconnu au-delà du cercle de sa famille, de ses amis et de ses camarades de travail. Et pourtant, son opinion sur les affaires publiques est sollicitée par un membre du Congrès.
En d'autres termes, le parlementaire à Washington, à des centaines de kilomètres de distance, agit comme le représentant du jeune homme. En fait, aussi bien qu'en son nom personnel. Les questions du parlementaire s'appliquent à une variété de problèmes qu'affrontent les légistes de Washington. Taxes, contrôle des prix, services militaires, politique étrangère. Le questionnaire demande si le citoyen est partisan d'une aide fédérale pour un programme plus vaste concernant l'habitat et pour une assistance à l'éducation. Quelle est son opinion au sujet d'une réglementation plus complète de la production agricole? Sur tous ces sujets d'importance vitale pour la nation, le jeune homme accepte l'opportunité offerte d'exprimer son opinion aussi bien que celle de sa femme, qui, elle aussi, est électrice. Quand les questionnaires sont renvoyés à Washington, les assistants du parlementaire enregistrent et classifient les réponses. L'expérience a prouvé que bien que les questionnaires soient envoyés seulement à une fraction du nombre des citoyens, leurs réponses sont un reflet exact des opinions soutenues par l'ensemble du district électoral. Il existe d'autres moyens grâce auxquels les parlementaires sont tenus au courant de l'opinion publique dans leur circonscription. Par exemple, les visites de groupes d'électeurs. Parfois, les citoyens prennent un tel intérêt aux questions discutées au Congrès qu'ils viennent à Washington afin de parler à leurs représentants. Chaque parlementaire doit être préparé à recevoir des groupes d'hommes et de femmes de sa circonscription qui viennent à son bureau pour discuter avec lui de quelques importants problèmes soumis au Congrès. La raison de leur visite peut être leur désapprobation de la manière dont il a pris certaines décisions. À ces moments-là, il est probable que les visiteurs s'exprimeront avec une franchise directe. Tout parlementaire est prêt à discuter avec ses électeurs sa position en matière législative. Il comprend qu'étant leurs représentants, ceux-ci ont le droit de lui demander des comptes. Il existe une franche expression d'idées et d'opinions en de semblables circonstances. Si, comme il arrive souvent, le parlementaire est en mesure de souligner que les enquêtes concernant la législation en question avaient été incluses dans son questionnaire et que les réponses des électeurs l'avaient confirmé dans sa propre opinion, les visiteurs conviendront probablement que son vote était justifié. Chacun des travaux de la Chambre des représentants s'effectue en séance de comité, celui-ci préparant le texte de législation avant de le soumettre à l'ensemble de la Chambre. Parmi les comités de la Chambre des représentants sont ceux des affaires étrangères, du budget, des affaires judiciaires, navales et militaires. Quand la législation entre dans son stade de préparation finale, les comités de la Chambre convergent souvent avec ceux du Sénat. Au Capitole, la Chambre des représentants est en pleine séance. Les membres du comité, y compris notre parlementaire, présentent à la Chambre pour examen la législation proposée. Certaines décisions prennent naissance à la Chambre, d'autres au Sénat. Les deux corps ont une voix égale en matière de législation. Son mandat de 2 ans se termine et le parlementaire retourne chez lui. Pour les gens de la ville où habite le parlementaire, son arrivée signifie le retour d'un vieil ami et voisin, d'un homme qu'ils ont connu et estimé pendant des années. Comme chaque membre de la Chambre des représentants, il a passé la plus grande partie de son mandat de 2 ans dans la capitale. Mais son vrai foyer se trouve dans cette ville, d'où il était venu.
En effet, c'est ici que l'attendent les bases mêmes et les multiples intérêts de sa vie privée. Ses attaches familiales, ses amis, ses biens, et souvent ses connexions professionnelles ou d'affaires en dehors de ses services au Congrès. Si on la compare avec celle de Washington et avec l'activité complexe d'un membre du Congrès, la vie chez soi est confortablement reposante. Toutefois, c'est précisément ce travail si étroitement lié aux problèmes de sa circonscription et de ses habitants qui donne au parlementaire, à son retour, un supplément d'affection pour son foyer. Tout au long des semaines passées avec sa famille et ses voisins, le parlementaire accueille avec plaisir chaque occasion de parler avec ses concitoyens. Ce sont de vieux amis dont il apprécie la compagnie. Comme il a fait de son mieux pour être un parlementaire de valeur, il est agréable pour lui de s'entendre dire, et c'est souvent le cas, qu'il a bien servi les intérêts de sa circonscription. Fréquemment aussi, on lui demande de poser sa candidature aux prochaines élections. Le voilà donc de nouveau candidat. La campagne est en cours et il a établi son bureau central dans sa propre ville avec l'aide d'un secrétariat de travailleurs volontaires venus l'assister. La station locale de radio offre aux parlementaires l'un des meilleurs moyens d'exposer sa cause devant les électeurs. Les frais occasionnés par les émissions de radio, de même que toutes les autres dépenses de la campagne, sont comblés et fournis par les contributions versées par les membres de son parti politique. Comme il le fit au cours de ses 2 années de séjour à Washington, il continue d'écrire un article hebdomadaire pour un groupe de journaux. Autre moyen d'exposer clairement son point de vue aux citoyens et de solliciter leur appui pour les prochaines élections. Il participe à la distribution de ses prospectus. L'avantage de ceci étant qu'il lui est ainsi possible de parler aux électeurs. Il parle souvent, sans façon, à de petits groupes de travailleurs sur des sujets d'un intérêt tout spécial pour eux. Les étudiants universitaires d'aujourd'hui sont vivement intéressés par les affaires publiques et accueillent avec plaisir l'occasion d'entendre un candidat parlementaire et de lui poser des questions. De son côté, le candidat n'ignore pas que les opinions et le jugement de la faculté et des étudiants peuvent avoir une influence considérable sur le vote dans une ville universitaire. Les étudiants n'ont pas tous atteint l'âge d'électeur, mais à chaque élection, un grand nombre d'entre eux est admis à voter pour la première fois. Dans chaque groupe de ce genre, parmi ces jeunes garçons, il en est toujours qui posent des questions de sondage auxquelles le candidat doit répondre. Les États-Unis d'Amérique considèrent le système des partis comme une part essentielle de leur vie politique. C'est pourquoi, au cours des prochaines élections, le parti d'opposition présentera-t-il son candidat pour ce siège à la Chambre des représentants. Le candidat de l'opposition, lui aussi, a son bureau central et également un secrétariat d'assistants. Les uns étant des travailleurs volontaires, les autres des salariés. Et ici encore, ce sont les fonds du parti qui couvrent les dépenses. Les finances publiques ne sont jamais utilisées pour payer le coût des campagnes électorales. Le candidat de l'opposition a lui aussi composé un fascicule, destiné à prouver aux électeurs pourquoi il devrait être élu. Les volontaires sont à pied d'œuvre pour veiller à la distribution des prospectus.
bien qu'il soit parfois un homme modeste, le candidat considéré comme tel a pour obligation de se faire connaître à tous. C'est pourquoi des dispositions sont prises pour l'affichage de panneaux. Panneaux représentant sa photographie et son nom étant déployés dans des emplacements de choix sur toute l'étendue de la circonscription. Le candidat dispose d'un conseil de stratégie. En ce moment, lui et ses conseillers discutent le discours qu'il est sur le point de faire à la radio. La station locale de radio a mis ses installations à sa disposition pour le discours. Et ce qui suit est une autre preuve de la simplification, grâce à la radio, du problème qu'affronte le candidat en essayant d'atteindre l'oreille du public, un problème aussi ancien que l'art de la politique. Le Rotary Club a invité le candidat, comme il invite à son adversaire en une autre occasion, à se joindre au déjeuner de ses membres et à leur dire pourquoi il estime qu'il devrait être élu au Congrès. Il parle aux Rotariens des problèmes économiques qui affrontent les industriels et hommes d'affaires du pays. L'un et l'autre candidat recherchent l'occasion de parler sans cérémonie à de petits groupes de fermiers ou d'artisans ou de commerçants ou de ménagères. Ces gens ont de nombreuses questions à poser au candidat, et il en a lui aussi de nombreuses à soulever. Quel que soit l'effet produit sur les gens ainsi rencontrés, il n'est pas douteux que l'impression produite sur le candidat lui-même contribue à améliorer sa connaissance de la nature et des besoins des citoyens de sa circonscription. Un débat public entre les deux candidats, organisé par une association politique féminine, marque le point culminant de la campagne électorale. La réunion fournit aux électeurs une excellente occasion d'évaluer et de comparer les deux hommes et leur politique. Sachant qu'il s'agit de sa dernière chance, avant les élections, de justifier sa position au Congrès et de faire une profession de foi politique, le parlementaire en titre ne néglige aucun effort. Voici maintenant le tour du candidat de l'opposition. Les deux hommes sont identiques dans leur désir de bien servir leur circonscription, leur État et leur pays. Mais leurs opinions diffèrent sur de nombreux points concernant la politique et la procédure gouvernementale. Le candidat de l'opposition définit le genre de programme législatif auquel il donnera son appui s'il est élu, et souligne les sujets qui marquent un désaccord entre lui et son adversaire. Il rappelle à ses auditeurs que quelle que soit la tendance de leur choix, ils doivent considérer comme un devoir et un privilège de se rendre aux urnes le jour des élections et d'y déposer leur vote. Le jour des élections arrive et la foule se rend aux urnes pour y exercer ce droit souverain, le droit de suffrage, le droit de choisir librement ceux qui vont les servir, eux et leurs concitoyens, comme dignitaires du gouvernement. Le vote ne concerne pas seulement l'élection d'un parlementaire, mais aussi celle de différentes autres positions, à l'échelle fédérale, à l'échelle d'État, à l'échelle locale. Le fait le plus remarquable est sans doute le secret du vote, car dans toutes les élections américaines, la procédure australienne est en usage, c'est-à-dire que l'électeur a devant lui, dans la solitude de son isoloir, les noms de tous les candidats à une fonction publique. Étant donné que personne, en dehors de l'électeur, ne connaît la nature de son vote, aucune pression ne peut être exercée sur lui. Son vote est un libre choix et il exerce complètement et sans contrainte son influence personnelle sur le gouvernement. La récapitulation de toutes ces libertés individuelles se traduit par la liberté nationale et par un gouvernement vraiment représentatif.